La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue sur le parquet de la radio. Vous êtes bien avec Oncle Phil Basket pour la quotidienne NBA. C'est FM NBA, c'est le moment de faire le point sur l'actualité de cette ligue que nous apprécions tant. Au programme, ça va pas être évident pour les Raptors de Toronto. Pourquoi ? Avec les déplacements qu'il va falloir faire du côté de Orlando, les choses ne seront pas aussi simples. On va vous expliquer ça tout à l'heure. Ensuite, du côté de Mike D'Antoni et les Rockets de Houston, le coach emblématique de cette équipe se prépare à jouer avec 9 joueurs. Et oui, vous avez bien entendu, 9 joueurs. ça va être très intéressant d'analyser ça. Du côté des Nets, la candidature de Jacques Vaughn qui semble entérinée. Est-ce que Jacques Vaughn serait le head coach légitime de cette équipe des Nets de Brooklyn ? Du côté, on ira du côté des Hawks d'Atlanta qui ont en priorité de renforcer leur banc. Et quoi d'autre sur le parquet de la radio off. Un dernier élément, voilà, les matchs disputés du côté d'Orlando qui se joueront. Les matchs qui vont se jouer du côté d'Orlando seront donc animés depuis une autre ville. Voilà, voilà la petite surprise. Les commentateurs ne seront pas à Orlando, ils seront dans une autre ville. On va vous en parler tout de suite dans cette quotidienne NBA. Restez bien connectés tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rappelle que en plus de l'inconnu dans lequel les 22 franchises vont être plongées à partir de juillet pour préparer cette reprise de la saison NBA, les Raptors ont également une difficulté supplémentaire à surmonter car vous le savez, ils ne sont pas aux États-Unis. En effet, la franchise étant canadienne, il faudra pour certains de ses membres passer la frontière dans ce qui reste une formalité habituellement, mais demeure une épreuve dans le cadre d'une pandémie. Les équipes concernées pour la reprise sont attendues à Disney World autour du 7 juillet et les champions en titre ne savent toujours pas comment ils vont s'organiser. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Parce que l'équipe est coupée en deux entre les joueurs aux États-Unis et ceux au Canada. Si les Raptors décident de commencer à se préparer au Canada, ils devront rapatrier les joueurs présents aux États-Unis et le gouvernement canadien a instauré une quarantaine de 2 semaines pour toute personne de retour. Dans l'autre sens, c'est-à-dire du Canada vers les États-Unis, ce serait un peu plus simple car le gouvernement américain a mis en place un processus simplifié depuis le mois dernier pour les athlètes. Par manque de détails, les champions 2019 sont encore dans le flou. Nick Nurse a déclaré sur ESPN: on n'a pas vraiment pris de décision ferme pour la date de la reprise, ni où, ni pour la date. On n'a pas pris de décision ferme, ni où on va aller. On a des plans des deux côtés de la frontière pour que ce soit aussi sûr que possible. C'est notre principale priorité. On a encore quelques options à regarder de près. On n'a pas encore toutes les informations, mais on se rapproche. Jour après jour, on avance vers la décision finale. On a encore beaucoup à faire avant de faire le moindre mouvement. Voilà, vous voyez que les choses ne sont pas aussi évidentes pour toutes les franchises, surtout pour les Raptors de Toronto qui sont basés au Canada. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait à la place des responsables de cette franchise canadienne si vous faites venir les joueurs des États-Unis au Canada? Ils seront obligés de rester en quarantaine pendant 2 semaines avant de rejoindre leurs coéquipiers. Par contre, si vous décidez d'aller directement aux États-Unis avec les joueurs canadiens, donc, vous avez un processus simplifié pour les athlètes. On rappelle que le gouvernement américain a mis en place un dispositif plus simplifié pour les athlètes. Alors,
le choix est vite fait. Moi, c'est clair que je prendrais plutôt la deuxième option qui est de déplacer les joueurs du Canada vers les États-Unis afin de faciliter l'entrée sur le territoire de cette équipe. Parce que je pense que c'est beaucoup plus pratique plutôt que de les faire venir au Canada, de faire venir les joueurs américains au Canada et de rester coincés 2 semaines en quarantaine. Certes, les mesures de sécurité restent la priorité, mais il faut quand même trouver un moyen d'alléger un petit peu les choses et de faciliter un petit peu les process. Dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est saugrenu ou alors est-ce que vous estimez que c'est nécessaire d'instaurer 2 semaines de quarantaine si les joueurs américains vont au Canada? Est-ce que vous préférez déjà que les Raptors restent au Canada pour se préparer avant d'aller aux États-Unis? Si c'est le cas, les joueurs américains viendront donc au Canada et resteront 2 semaines en quarantaine avant de rejoindre leurs coéquipiers. Dans le cas contraire, ce sont les Canadiens qui iront aux États-Unis. Moi, je crois que c'est plutôt l'autre approche qu'il faudra adopter. Et bien entendu, il faut aussi adopter leur déplacement par rapport à la crise sanitaire en cours. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec la suite des news sur le parquet de la radio off. On va du côté des Nets de Brooklyn avec cette question concernant le coach intérimaire de cette équipe. Il s'agit de Jacques Vaughn. Est-ce que Jacques Vaughn restera le head coach de cette équipe? On rappelle qu'il a été remercié par le Magic en 2015. Jacques Vaughn espère aujourd'hui faire une meilleure impression à Orlando. Le technicien va se rendre en Floride pour la reprise de la saison avec l'étiquette de coach intérimaire des Nets. Assistant à l'entame de cette saison, il a repris les rênes de l'équipe début mars après le licenciement surprise de Kenny Atkinson. Jacques Vaughn, qui a remporté ses 2 premiers matchs avec les Nets, parviendra-t-il à conserver sa place sur le long terme? De Athletic pense qu'il a une opportunité légitime en raison notamment de son parcours imprégné de sa culture Spurs, à l'instar de son GM Sean Marks. Jacques Vaughn a joué aux Spurs de 2006 à 2009 avec le titre de 2007, puis il a été assistant de 2010 à 2012. Pour autant, il ne devrait pas être le seul candidat en lice puisque les noms de remplaçants potentiels évoqués depuis le départ de Kenny Atkinson, celui de Tyronn Lue, qui aurait la préférence de Kyrie Irving, a par exemple émergé. Il y a quelques semaines, Sean Marks a rappelé que le meneur des Nets et Kevin Durant auraient leur mot à dire, mais que la nomination d'un nouveau coach sera le fruit d'une démarche collective. À Jacques Vaughn, dont l'équipe occupe la 7e place de sa conférence, de profiter d'Orlando pour marquer des points. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que Jacques Vaughn pourrait être le head coach des Nets de Brooklyn? Moi, j'en doute fortement. J'en doute fortement tout simplement parce que les Nets ont en vue, leur objectif c'est de créer un Big Three, véritablement un Big Three. Ils ont déjà un Big Two avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Ils souhaitent véritablement avoir un Big Three. Vous avez entendu les rumeurs concernant l'ajout de Bradley Beal du côté des Wizards de Washington. C'est quelque chose qui flotte dans l'air. Pour l'instant, c'est pas encore très concret, mais les discussions, les négociations pourraient s'accélérer. En tout cas, il est clair que la priorité des Nets, c'est d'avoir un Big Three, en tout cas d'avoir des joueurs stars sur le banc. Et les joueurs stars, ils ont besoin d'un coach en qui ils font confiance. Lorsque vous avez des joueurs stars comme Kevin Durant et Kyrie Irving, vous avez des joueurs qui suivent. Et les joueurs qui suivent doivent aussi avoir un coach en qui ils ont confiance. Jacques Vaughn est-il l'homme de la situation? Malgré son passif du côté des Spurs de San Antonio, malgré son expérience, j'ai tendance à penser que ce ne sera pas lui, le head coach des Nets pour la saison prochaine. Est-ce que ce sera Tyronn Lue? J'ai de bonnes chances de penser que Tyronn Lue a de meilleures chances que Jacques Vaughn de devenir head coach de cette équipe. Tout simplement parce que déjà, il a la faveur de Kyrie et Tyronn Lue a déjà gagné avec celui qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, à savoir LeBron James. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel avantage ça donne? Ça permet de comprendre que Tyronn Lue a ce qu'il faut pour parler aux stars. Il a l'expérience, il a les capacités, les connaissances, la formation pour pouvoir cohabiter et permettre aux stars de s'exprimer dans leur meilleure disposition. Il a prouvé avec les Cavs, pourquoi pas
refaire cet exercice avec les Nets de Brooklyn. En tout cas, Kyrie l'apprécie et je pense que si Kyrie l'apprécie, Kyrie est capable de convaincre Kevin Durant d'accueillir Tyronn Lue. Ce n'est pas le cas de Jacques Vaughn. Jacques Vaughn a certainement une très très bonne expérience en tant que coach, après avec sa formation du côté des Spurs de San Antonio, mais est-ce que c'est des raisons suffisantes pour convaincre Kevin Durant et Kyrie Irving de le garder dans leur équipe? J'ai du mal à y croire. En tout cas, je ne sais pas si vous pensez que Jacques Vaughn sera le head coach des Nets pour l'après-saison, pour la saison prochaine. Dites-moi sur WhatsApp à travers un VM, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Jacques Vaughn sera le head coach ou alors vous voyez véritablement un autre coach dans cette équipe des Nets de Brooklyn? La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec la suite du talk show pour aller du côté des Rockets de Houston. On va simplement rappeler que concernant Mike D'Antoni est un spécialiste des rotations courtes en playoff. Et le coach des Rockets prévient qu'il fera un petit effort en passant de 7, 8 à 9 joueurs. On rappelle donc que c'est l'un des plus grands reproches faits à Mike D'Antoni depuis qu'il est entraîneur. Son incapacité à faire confiance à son banc en playoff. Le coach des Rockets est un adepte des rotations très courtes, 7 à 8 joueurs, et ça lui a souvent joué des tours. Là, dans des circonstances exceptionnelles, avec 8 matchs de saison régulière, puis les playoffs enchaînés sur 2 mois, ça ne devrait pas changer. Peut-être qu'il va juste ajouter un joueur. C'est tout le problème de cette fin de saison raccourcie. Les 8 matchs de saison régulière serviront à la fois de mise en jambe pour les playoffs, pour retrouver des automatismes, mais il faudra aussi être prêt physiquement pour le premier tour des playoffs. Et il est impossible de pouvoir s'économiser. Mike D'Antoni a déclaré dans les médias, notamment dans The Athletic, s'il faut être politiquement correct, je vais dire oui, mais avec Daryl Morey et les stats et vu la manière avec laquelle on souhaite se donner le maximum de chances de gagner, on va sans doute se réduire à 9 joueurs. L'identité de ces 9 joueurs pourrait changer et sans doute qu'au départ, on expérimente, on s'entraîne et on regarde. Et évidemment, on a des a priori. Donc, je vais partir avec une idée en tête. Je peux changer d'avis. Je ne veux pas regarder un entraînement et un match et me dire « Attends, ce gars est meilleur que l'autre ». Mais de manière réaliste, on débutera avec James Harden, Russell Westbrook, PJ Tucker, Robert Covington et Eric Gordon. Ces 5 joueurs auront droit à un gros temps de jeu. On ne veut pas les épuiser, mais en même temps, on ne veut pas qu'ils soient frais en octobre. Ils seront fatigués et il va falloir s'accrocher. Il va véritablement falloir passer par là et on fera de notre mieux pour qu'ils soient le plus frais possible. Le tout en donnant du temps de jeu aux autres. Et on en revient à notre philosophie. Notre 7e joueur va jouer 20 minutes, ce qui n'est pas rien. Est-ce que c'est mieux de lui donner 25 minutes ou de donner 10 minutes à un 10e ou 11e joueur? Tout dépend de la différence de talent entre les deux. Et ce n'est même pas du talent. On en revient à celui qui colle le mieux à notre équipe en fonction de l'adversaire. Donc ça pourrait changer. Et ça ne pourrait pas être les mêmes 9 joueurs. J'utilise uniquement une rotation courte car j'ai habituellement 7 titulaires. Ils ont des temps de jeu de titulaires. Et quand vous faites ça, il ne reste plus grand chose pour les autres. Entre les joueurs que vous estimez capables de vous faire gagner et les gars qui sont de bons joueurs, il n'y a pas de fossé entre eux. Mais à ce moment-ci particulier, on essaie de trouver des pièces qui s'assemblent le mieux. Voilà pour la déclaration de Mike D'Antoni. Alors une déclaration, une prise de position qui continue à faire jaser. Et personnellement, moi aussi, j'ai des choses à dire pas très positives concernant Mike D'Antoni. Déjà, ce choix d'aller entièrement vers du small ball pose véritablement question. Je pense que vous avez dû entendre l'analyse du doc et de moi-même concernant les forces en présence pour ce que nous attendons pour les playoffs. Bien entendu, les Rockets en font partie. Mais on a de la difficulté véritablement à apprécier les prises de décision de Mike D'Antoni.
le choix du small ball n'est pas le choix que nous aurions validé. Il a été suivi par Mike D'Antoni et maintenant Mike D'Antoni qui révèle, c'est une habitude chez lui. Il a l'habitude de jouer avec 7 joueurs titulaires. Donc 2 joueurs ou 3 en remplacement. Donc du côté d'Orlando, il se rendra avec 9 joueurs. Alors c'est assez paradoxal lorsqu'il dit que il n'a pas envie de fatiguer ses joueurs, mais il ne fait pas confiance aux autres joueurs. Il ne fait pas confiance suffisamment à son banc, puisqu'il en prend très peu. Et ça, c'est un problème lorsque vous avez une équipe avec un head coach qui n'arrive pas à donner sa confiance à ses joueurs. Ça pose véritablement problème. Vous-même en tant que joueur, si vous êtes le 11e joueur du banc, vous savez d'ores et déjà que vous ne ferez pas partie de l'aventure de cette fin de saison. Est-ce que c'est judicieux pour un head coach de cette envergure de dire que on ne va pas faire de calcul, on ne va pas faire d'analyse en se disant que on va pas il dit on va pas prendre nos décisions à partir d'un match, mais nos décisions seront prises en fonction de l'adversaire. Mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Si Mike D'Antoni ne coachait pas de cette façon, d'ailleurs, ce serait bizarre. Il faut s'adapter toujours à l'adversaire. Un joueur doit toujours s'adapter au type d'adversaire que vous utilisez et à la stratégie aussi qu'il met en place devant vous. Je pense que Mike D'Antoni est en NBA depuis déjà un moment pour savoir comment est-ce que ses adversaires jouent. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire des tests? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut voir quels sont les joueurs qui pourront soutenir ce 5 majeur que nous connaissons bien, ce 5 majeur small ball, hein. Je vous ai donné les noms tout à l'heure: James Harden, Russell Westbrook, Eric Gordon, PJ Tucker, Robert Covington, 5 majeur très très petit, qui va courir vite, qui va défendre bien, ça c'est certain. Mais est-ce que ils seront frais pour les playoffs? Mike D'Antoni, il dit à la fois qu'il ne veut pas les fatiguer, mais il veut qu'ils soient frais. Je suis désolé, Mike D'Antoni, ils seront crevés. Ils seront crevés pour les playoffs. Et moi, c'est véritablement un point qui me dérange. C'est un pari. C'est un pari que Mike D'Antoni est en train d'utiliser comme ça. On rappelle que je pense que ce sera bien sa dernière saison au Rockets de Houston. Donc j'ai véritablement l'impression que lui, il s'en fout un petit peu et il tente juste le tout pour le tout. Quitte à essorer ses joueurs pour cette fin de campagne. Dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp. Vous pouvez me faire un voice message. Que pensez-vous de la stratégie de Mike D'Antoni? Est-ce que c'est judicieux pour ce head coach d'aller à Orlando avec uniquement 9 joueurs? Et encore, si ça ne tenait véritablement qu'à lui, il serait parti uniquement avec 7 joueurs. J'imagine déjà votre tête de voir une équipe sans remplaçant, puisqu'il faut le dire, c'est véritablement une équipe sans remplaçant. Donc moi je trouve ça un petit peu inquiétant et je suis véritablement contre ce type de stratégie. Dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Il va falloir être inquiet pour les Rockets de Houston. Si vous n'êtes pas inquiet, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment est-ce que les joueurs vont arriver à garder de l'énergie, du jus lorsque les playoffs seront là. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va du côté des Hawks d'Atlanta. Pour rappeler que sans trop de surprise, la campagne d'Atlanta est officiellement terminée depuis la semaine dernière. Celle-ci ayant pris fin brusquement au mois de mars à cause du Covid-19. Les résultats, 20 victoires, 47 défaites, sont loin d'avoir été exceptionnels et pour la 3e année d'affilée, les playoffs ne seront ainsi pas au rendez-vous pour la franchise, dont les regards sont désormais tournés vers l'intersaison et la préparation du prochain exercice. Une chose est sûre, des lacunes existent dans cet effectif, il va falloir les combler. Pour le GM Travis Schlenk, l'une d'elles se situe dans les rotations pas suffisamment efficaces. Il a déclaré « Ce n'est pas un secret, mais cette saison, ça n'a pas fonctionné comme prévu au niveau de notre profondeur de banc. Il faut ajouter à nos jeunes joueurs un banc de qualité. Il va nous falloir de la profondeur sur les ailes et au poste d'ailier fort, c'est évident. »
Autre aspect à prendre en considération, celui lié à la coupure du jeu. Avec une reprise potentiellement prévue en décembre pour la saison 2020-2021, cela ferait 9 mois d'interruption pour les 8 équipes d'ores et déjà éliminées. Une durée considérable, surtout lorsqu'on sait que les jeunes ont besoin de jouer pour progresser et gagner en expérience. Et les Hawks disposent justement d'un groupe très jeune avec des éléments clés comme Trae Young, John Collins, DeAndre Hunter, Kevin Huerter ou encore Cam Reddish qui sont tous âgés de 22 ans au moins. Difficile de les maintenir impliqués aussi longtemps, surtout à cet âge-là. S'il n'y a rien de concret à se mettre sous la dent, même chose pour ceux qui sont sur le point de devenir free agent. En ce sens, les dirigeants des 8 moins bonnes franchises réfléchissent à un compromis qui pourrait par exemple prendre la forme d'un tournoi pour que toutes puissent pratiquer, voire s'affronter cet été pendant que les 22 autres formations se disputent le Larry O'Brien Trophy. Une éventualité soulevée par Travis Schlenk. Il a déclaré « La Ligue est en train de travailler avec les 8 équipes qui ne se rendront pas à Orlando afin d'ouvrir davantage nos installations pour éventuellement nous permettre d'avoir une sorte de compétition entre nous. Mais tout cela doit être négocié avec l'association des joueurs. Nous espérons être en mesure de faire quelque chose, mais évidemment, il y a des étapes à franchir également. » Cette idée est en tout cas appréciée et soutenue par Lloyd Pierce, le coach d'Atlanta, qui a déclaré « Cela nous offre la possibilité de faire quelque chose dès maintenant, similaire à ce que font les autres équipes qui jouent. » Reste à savoir si un tel projet peut se mettre en place, la NBA souhaitant limiter au maximum les risques de contamination et les Warriors ont déjà annoncé via Steve Kerr qu'ils n'y étaient pas favorables. Analyse. Que pensons-nous de cette actualité des Hawks d'Atlanta ? 2 points. Premier point, le JM des Hawks d'Atlanta qui précise qu'il a besoin de profondeur sur son banc. Il a besoin de renfort au niveau des ailes et au niveau du poste d'ailier fort. Alors, on va dire que c'est justifié. C'est justifié compte tenu des résultats très compliqués de cette équipe des Hawks. Il faut voir aussi avec le coach si cette solution serait validée aussi par le coach. Moi, j'ai pas grand chose à dire véritablement sur le banc des Hawks d'Atlanta. Il n'a pas été bon, ça c'est clair. Il n'a absolument pas été bon, mais ce n'est pas parce que vous allez remplacer, ce n'est pas parce que vous allez rajouter du nouveau sang que forcément le résultat va changer. Il faut un coach, il faut des joueurs qui adhèrent, des joueurs talentueux et des joueurs qui adhèrent au discours du coach. Donc, quant à la profondeur de son banc, je n'ai pas véritablement quelque chose à redire, sauf si vous estimez qu'il y a des choses à dire concernant la profondeur du banc des Hawks d'Atlanta. Je pense véritablement que le GM saura trouver les solutions nécessaires afin de renforcer son banc. Deuxième point. Le deuxième point, c'est évidemment la suite. Quelle suite à donner pour les équipes qui ne joueront pas, qui n'iront pas à Orlando ? 2 hypothèses sont sur la table. Un tournoi qui va regrouper les équipes qui ne participent pas à Orlando. Deuxième hypothèse, ce sont des camps individuels organisés par les équipes. On rappelle que les Warriors, eux, sont déjà contre contre l'hypothèse du tournoi. Ils sont plus pour des camps des camps individuels par équipe. Bon, moi, je vous le dis tout de suite, pour le plaisir des fans, moi, j'ai envie de voir un tournoi. Moi, je vous le dis, j'ai envie de voir un tournoi. J'ai envie de voir un tournoi avec des équipes qui s'affrontent parce que c'est de ça dont on va parler. Les mini-camps entre franchises, excusez-moi, bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire si les Warriors s'entraînent, dire que Stephen Curry s'est entraîné, dire que tel s'est entraîné, dire que tel s'est entraîné. Bon, c'est gentil comme ça, mais c'est pas folichon. Par contre, l'idée d'un tournoi, ça, ce serait bien. Ça nous donnerait du grain à moudre sur l'actualité basket. Ça nous permettrait de voir l'évolution de certaines équipes par rapport à d'autres. Donc moi, je suis plus pour l'idée de ce tournoi pour les équipes qui ne participeraient pas à ce tournoi, qui ne participeraient pas à cette campagne de fin de saison du côté de Orlando. Moi, je suis pour le tournoi. Clairement, je suis pour. Je suis pas de l'avis de Steve Kerr, qui est plus pour un camp individualisé en fonction de chaque franchise. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez le tournoi ou alors vous préférez que chaque franchise mette en place son propre camp?
quant à la profondeur du banc des Hawks d'Atlanta, il n'est plus à démontrer puisque les résultats parlent d'eux-mêmes. Une vingtaine de défaites pour plus de 40, une vingtaine de victoires pour plus de 40 défaites. Ils ont des joueurs de qualité, mais ils méritent nécessairement d'être renforcés. Ça, c'est certain. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on clôture cette quotidienne NBA, mesdames et messieurs, avec cette information concernant la bulle d'Orlando pour ce qui est des animateurs NBA. On rappelle donc que la NBA essaye de limiter au maximum le nombre de personnes présentes dans la bulle de Disney World et les commentateurs de télévision ne font pas partie des personnes indispensables. Kevin Harlan, qui commente les rencontres sur TNT, a ainsi indiqué qu'il sera à Atlanta avec ses consultants pour les rencontres disputées à Orlando et qu'il ne pourrait venir sur place qu'à partir des finales de conférence. Il a déclaré « Les gens de TNT m'ont dit que nous serons dans les studios d'Atlanta et qu'ils installeront un écran de diffusion aussi proche que possible, comme si nous étions au bord du terrain. Ce qu'on m'a dit, c'est que ce n'est qu'à partir des finales de conférence que les diffuseurs pourront rejoindre le site. La première fois qu'un diffuseur sera sur place, ce sera pour la finale de la conférence et bien sûr pour les finals. Pour Kevin Harlan et pour tous les autres commentateurs habituels de la NBA, le travail va donc être différent puisqu'il va d'abord falloir commenter les matchs qu'ils vont regarder à la télévision, le tout sans ambiance. Pour compenser, la Ligue pourrait ainsi diffuser le son des rencontres NBA 2K pendant les matchs qui devraient également être diffusés dans les casques des commentateurs pour permettre à Kevin Harlan ou Marv Albert d'être dans la même configuration que les téléspectateurs devant leur écran. Comme TNT, les commentateurs d'ABC, Mike Breen et leurs consultants devraient d'abord travailler à distance. Analyse, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes confortable avec cette idée ? Bon, vous savez qu'avec cette crise sanitaire, c'est compliqué d'aller à l'encontre des mesures destinées à préserver la santé de tout le monde pour cette reprise. Donc, je comprends la NBA qui veut faire tout pour limiter le nombre de personnes disponibles dans cette bulle d'Orlando. Et s'ils estiment que les présentateurs ne sont pas indispensables, c'est qu'ils ne le sont pas. C'est vrai que les présentateurs, ils sont très importants pour suivre le fil d'un match NBA, mais ils n'ont pas supprimé les commentateurs des matchs, ils les ont simplement déplacés. Donc les commentateurs seront à Atlanta, pour ce qui est de TNT, ils seront du côté de Atlanta, ils regarderont les matchs comme nous, sauf qu'à la différence de nous, eux ils auront le droit de commenter, donc le son de leur voix va ressortir sur le direct pendant les matchs. Et voilà, nous on n'a pas le droit de commenter parce qu'on n'est pas des commentateurs TV, mais les commentateurs pourront commenter et le tout sera diffusé pendant les matchs. Ça va être bizarre de voir ça, en tout cas on a hâte de voir le premier match pour s'imprégner de cette nouvelle ambiance dans cette bulle du côté d'Orlando et on a hâte de voir comment ils vont intégrer les sons NBA 2K de telle manière à ce que ça fasse son effet. On a hâte de voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous préférez voir les commentateurs sur le terrain ? Vous dites non, moi je veux que les commentateurs soient sur le terrain. J'ai pas envie qu'ils soient dans une autre ville. Ça enlève encore de son charme. Ou alors vous dites voilà pour le Covid-19, si on doit bien sacrifier la place des animateurs TV pour voir nos stars sur le terrain, allons-y gaiement. Voilà la question que je vais vous poser. J'espère que vous allez apprécier ce talk show. FM NBA est à présent terminé. Je vous demande de rester connecté sur l'actualité de la Ligue. On rappelle que jeudi, dans le débat, dans l'émission longue, on fera le point sur les programmes des matchs. On fera le point sur les programmes des matchs avec le Doc NP qui va revenir en détail sur ce qu'il estime être important et ce qu'il estime ne pas être beaucoup moins important. En tout cas, ça va être passionnant d'attaquer ça ensemble. Merci d'avoir été connecté avec nous. N'oubliez pas de passer le mot à vos potes. N'oubliez pas de leur proposer de s'inscrire à cette liste de diffusion NBA, puisqu'on rappelle que cette diffusion est aussi disponible sur WhatsApp, sans oublier les multiples applications disponibles sur Internet pour écouter nos talk shows courts et longs. Voilà, c'était Oncle Phil Basket sur Radio FM. Merci d'avoir été connecté avec nous. À la prochaine. Ciao. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA,
c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.